Bonsoir. Jacques Roubaud, vous le savez, est né le 5 décembre 1932 et il est mort le 5 décembre 2024. Ce serait sans doute déjà une bonne raison de le célébrer, comme on le fait ce soir. Et je tiens à remercier chaleureusement Colombe Bonsen, qui a eu l'idée, quelque temps, il y a moins d'1 an, d'imaginer que chaque 5 décembre, à la Maison de la Poésie, serait dédié à Jacques Roubaud. Et merci également à Olivier Chaudensson, qui, quand l'idée lui a été proposée, a été enthousiaste. Donc tout ça serait déjà suffisant, mais il se trouve que la date du 5 décembre dans l'œuvre de Jacques Roubaud a une place particulière. Je vais vous montrer une double page, qui est là, que je vais lire avec vous. Et justement, c'est pour ça que je vais la lire. Vous avez raison, vous voyez. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas très net et vous allez comprendre pourquoi. La nuit avant mon anniversaire, entre le 4 et le 5 décembre 1961, j'ai fait un rêve dont les indications prophétiques que je pris à la lettre m'occupèrent fortement pendant presque 17 ans, furent démentis sévèrement, mais ont recommencé à m'occuper ensuite au fil de ce récit qui se poursuit ici. Ici est le milieu de la branche 3, deuxième partie. Une pause s'impose, une pause est faite de 46 lignes. Le temps d'un rêve. Puis là, en effet, on a 46 lignes de X, c'est pas très très clair. Et le souvenir du rêve. Et ça se poursuit sur la page d'après, il y a 20 lignes. Ça, c'est dans la branche 3 donc, du Grand Incendie de Londres, le récit autobiographique de Jacques Roubaud. C'est un livre qui s'appelle, enfin une partie, la deuxième partie s'appelle Impératif catégorique. Et je voulais vous lire ça. Il y a d'autres occurrences du 5 décembre 1961, date donc où dans la nuit, il a fait un rêve, le rêve d'un roman, Le Grand Incendie de Londres, mais qui simultanément s'accompagnait d'un projet, le projet avec un grand P, un projet de mathématiques, un projet de poésie. Et 17 ans après, échec du projet, et le 11 juin 1985, il commence l'écriture du Grand Incendie de Londres. Donc les 46, c'est à peu près... bon, c'est le numéro du moment de prose, c'est aussi l'écart qu'il y a entre le moment où il écrit ces lignes, normalement c'est 44 ans, 61 et 2005, et puis les 20 lignes, c'est le souvenir du rêve, c'est l'écriture du Grand Incendie de Londres, le récit, a commencé donc 20 ans avant ces lignes-là. Tout ça pour vous dire que, certes, célébrer la date de naissance et la date de mort de Jacques Roubaud, c'est déjà beau. Mais ce qu'on, pour moi, on célèbre encore plus profondément, c'est finalement l'intrication assez unique qui existe entre la vie et l'œuvre, et qu'on sent partout. Donc, ce soir, on va faire une lecture. Colombe et moi, on a invité les 5 personnes que je vais vous présenter. Il y a également une lecture qui est faite au CIPM à Marseille. Donc, on est ravis que des lectures aient lieu, et peut-être l'année prochaine, il y en aura encore dans d'autres endroits. Donc je vous présente, dans l'ordre où il et elle vont lire, Hélène Gianecchini, Marcel Benabou, Géraldine Chognard, Guillaume Marie et Valérie Baudouin. Merci. Bonsoir à toutes et tous. On nous a proposé de partager un souvenir à partir d'une image pour parler de Jacques Roubaud ce soir. Moi, j'ai choisi une image, un portrait d'Alix Cléo Roubaud qu'elle fait en 1980, où on voit son visage dédoublé. Elle expose 2 fois le même négatif et son visage est dissous, et pourtant, dans son regard, je retrouve la manière dont moi je voyais aussi Jacques Roubaud. Je retrouve quelque chose de son intelligence malicieuse. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire entendre ce soir. Alors, quel souvenir vous raconter avec Jacques? Le premier qui m'est venu, c'est la première conférence que j'ai faite avec lui au Centre international de poésie de Marseille. Alors, on est peut-être liés à eux ce soir, puisqu'ils sont aussi en train de lire Jacques. Moi, j'avais 23 ans, j'étais terrorisée, j'avais jamais fait de conférence et je faisais une conférence avec Jacques Roubaud. Donc, je pense que je l'avais préparée pendant 72 heures à peu près pour une intervention de 30 minutes. Et je me souviens qu'on s'est retrouvés à la gare, on n'avait pas pris le même train et Jacques, avec
l'attention qu'il pouvait avoir, m'avait demandé ce que je lisais en ce moment. Et si j'avais préparé la conférence, je ne m'étais pas du tout préparée à cette question. Et donc j'ai été saisie d'un vent de panique en me disant qu'est-ce qu'on répond à Jacques Roubaud. Évidemment, j'avais aucun nom en tête. Et donc j'ai juste donné le nom du premier auteur contemporain qui m'est venu en tête, dont je tairai le nom pour des raisons de diplomatie évidentes. Et Jacques s'est arrêté et il m'a dit non. Et il m'a juste dit non. Et on a recommencé à marcher. Et à partir de ce moment-là, il m'a transmis des livres et des textes. Moi, je pense qu'il a compris que le problème était sérieux. Donc, je me rappelle même qu'il m'a envoyé des traductions de poètes américains. Et je voudrais dire ce soir tous les livres que Jacques m'a transmis, alors je ne pourrais pas tous les dire, mais qui ont changé ma vie, et ce n'est pas une formule. Jacques Roubaud, c'est la personne qui m'a fait lire Monique Wittig pour la première fois. C'est la personne qui m'a fait lire Daniel Colobert pour la première fois. Il m'a fait lire Emmanuel Ocar pour la première fois. Il m'a fait lire les poètes américains. Et donc, quand on a 22 ans et qu'on reçoit ça, ça change une vie. Donc, je le remercie encore très souvent pour ça. Ce soir, je voulais lire une théorie de Jacques qui, je crois, est encore trop peu étudiée, qui est pourtant très importante. C'est sa théorie sur la gelée d'Azérol. Les gelées ne gèlent que froides. Mais là est bien la difficulté. Car comment déterminer quand il est indispensable d'éteindre le feu, de verser le liquide dans les pots, le fractionner, commencer l'attente fiévreuse du verdict? À cette question, il n'est pas de réponse certaine, constante, chiffrable. C'est pourquoi la fabrication des gelées n'est pas une science, n'est pas une technique, mais un art. L'instant décisif dépend de beaucoup de facteurs, de l'état des fruits, de leur degré de maturité, de l'ensoleillement de la saison, de l'âge des arbres, des vents, de la taille des fruits, de leur masse même. Des azéroles jaunissantes, trop longtemps tombées à terre, grasses et farineuses de pluie ou de rosée, sont moins favorables que de petits fruits encore tout vifs et bien acides, juste décrochés par le vent ou la main. La cuisson est plus risquée par tant de marins, dit-on, que de cerces. Certes, le marin qui rend les femmes acariâtres, les filles insaisissables, les garçons grognons, les chevaux fous, les mulots neurasthéniques et les mouches pégueuses ne peut que jeter du trouble en l'azérole. Il vaut mieux, pour tenter la gelée, un bon cerce presque froid. On pourrait imaginer qu'un savoir ancestral, d'innombrables générations de grand-mères gélifiantes auraient pu, pesant chaque cause, arriver à quelques conclusions quantifiées et normatives. Faire bouillir à feu doux tant de minutes, éteindre, mettre dans tel pot. Il n'en est rien. Aucune cause n'agit seule et de manière suffisamment constante. Et derrière leur combinaison déjà impondérable se dissimule, tel un paramètre caché plus fuyant qu'en physique des particules, ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre ou le clinamen de la gelée. Un moment où le liquide se tend imperceptiblement dans la bassine, se contracte autour de lui-même sous l'action de toutes ces raisons de geler ou de ne pas geler. On soupçonne que rien n'est décidé encore, que tout va dépendre de l'intensité de votre désir de la gelée, de la gloire des gelées, de la qualité de votre attention, de votre vigilance, de l'ordre des constellations au-dessus de votre tête dans le macrocosme, de l'intensité de la loi morale dans votre cœur. Comme Isaac Newton soi-même en de tels instants, on est tenté de croire immodérément à l'astrologie. Disons-le encore autrement, quand la gelée rate, il se peut que ce soit parce qu'elle avait toujours été destinée, faée, à rater, ou bien parce qu'elle a brusquement, sous l'action du démon de Maxwell des gelées, décidé de rater, ou bien encore qu'ayant voulu réussir, vous ne l'avez pas comprise, et avez laissé s'échapper votre chance sans espoir de retour. On ne dispose, pour surprendre l'azérole, pour lui arracher le secret de ses intentions, si l'on ne veut pas renoncer à tout effort pour s'en remettre au hasard,
que d'une arme unique, qu'il faut manier d'ailleurs avec précaution. Je la nommerai le test du frisson. Debout, devant la bassine, vous guettez la surface odorante et rousse. Le parfum est maintenant devenu un vrai parfum de gelée, ce n'est plus une odeur de tisane. Le message d'un frémissement infime, intimement perceptible, révélateur de la mutation qui peut-être se prépare dans le cœur de la masse translucide. De la longue louche à bec, vous saisissez quelques gouttes brûlantes que vous versez dans une soucoupe. Vous inclinez légèrement la soucoupe après quelques refroidissements et vous regardez le liquide glisser vers le bas. Car tel est le test du frisson. Si l'azérol n'est pas dans des dispositions gélifiantes, elle coulera dans la soucoupe comme le ferait un liquide ordinaire, simplement sirupeux, chargé de fruits et de sucre. Mais si, par miracle, le germe secret du gel, presque aussi mystérieux que celui qui germa un jour dans un tonneau de glycérine bercé par les mouvements d'un navire en mer et père de tous les cristaux de glycérine créés depuis, et là, il frissonne comme la surface d'un lac ou d'une mer dont l'immobilité se trouble des prémices ondulatoires presque imperceptibles qui commencent à froisser la surface plane. Ainsi, dans la soucoupe blanche, la nappe d'azérol se met à frissonner. Il faut alors agir vite, très vite, car la possibilité de geler qui vous est consentie par l'azérol, ainsi surprise et comme malgré elle, dans son intimité, ne durera pas. Il s'agit d'une faiblesse brève, d'un abandon à la volupté de quelques minutes. Si vous laissez passer ce moment, tout est perdu. Dès que la soucoupe a frissonné, donc, j'arrête la cuisson et je verse dans les pots préparés à cet effet sur la table, dans une première tasse, la première louchée trempée à l'eau froide, qui sera la toute première gelée nouvelle, où je pourrai inspecter sa qualité propre, son goût, sa couleur, sa transparence, son toucher, sa consistance, son individualité, deviner s'il s'agit d'une grande année ou non. Sur les flancs des pots, couverts dès le lendemain, une goutte d'alcool en surface, un rond de papier transparent serré d'un élastique, je collerai une étiquette autocollante avec tous les renseignements nécessaires. Année, nature, origine, les fruits de quels arbres, format du pot, numéro d'ordre, une cote, en somme, au feutre de couleur, permettant de repérer convenablement les pots dans l'armoire aux confitures, au grenier, la confiturothèque. J'emporterai quelques pots à Paris à mon retour comme cadeau. Si par malheur, le test du frisson a échoué, il reste malgré tout un faible espoir, la gelée se décidant parfois brusquement, beaucoup plus tard, dans le froid du grenier, en hiver, une nuit de gel. L'azérol liquide servira d'additif aux compotes, yaourts, petits suisses, fort apprécié, semble-t-il, autrefois, de mes neveux et nièces. J'ai évidemment, en 60 années d'amitié avec Jacques Roubaud, j'aurais une quantité énorme de souvenirs. Celui que je vais vous raconter ce soir met en cause deux personnes dont vous avez ici la photo, Umberto Eco et Émilie Schaeffer. Évidemment, Jacques Roubaud et moi-même. Les autres sont des oplépiens, c'est-à-dire Lello Aragona, qui est un des créateurs de l'Oulipo, et son nom m'échappe, il va me revenir tout à l'heure. Et Harry. Alors, nous sommes trois ce matin-là, frais débarqués dans l'immense gare centrale de Milan. Trois Oulipiens, à savoir JR, Jacques Roubaud, Gigi, Jacques Jouet et moi. Nous arrivons de Paris après une fatigante nuit de train pour un événement, entre guillemets, qui doit avoir lieu le soir même, en un lieu chargé d'histoire, rien de moins que le très fameux Piccolo Teatro di Milano, plein encore du souvenir de ces deux glorieux pères fondateurs et directeurs successifs, Paolo Grassi et Giorgio Strehler.
L'événement en question n'est autre qu'une lecture publique oulipienne, mais une lecture un peu particulière, puisque notre ami l'egregio professore Umberto Eco, qui est alors au plus haut de sa gloire, doit venir lire à nos côtés divers textes qu'il a spécialement composés pour la circonstance et qu'il considère à juste titre comme oulipiens. Nous sommes accueillis sur le quai par la très souriante Émilie Schaeffer, vieille complice de l'Oulipo, qui vit non loin de Milan et a servi d'intermédiaire entre nous et l'egregio professore. Elle nous mène d'abord à l'Institut français, où nous sommes reçus, avec toute la déférence qui est d'usage dans ce genre de circonstances, par le très actif directeur, qui se trouve être, pas par hasard bien sûr, un admirateur de vieille date de l'œuvre poétique de Jacques Roubaud. Cette nécessaire étape diplomatico-amicale franchie, Émilie nous conduit à notre hôtel, où nous sommes heureux d'arriver, car nous avons besoin, tous les trois, et JR peut-être un peu plus que Gigi et moi-même, de prendre du repos après la nuit et avant la journée assez chargée qui nous attend. L'hôtel est un très impressionnant palazzo de style classique qui a été récemment et richement rénové. Derrière le guichet de marbre, le concierge, imposant personnage en uniforme, nous accueille avec le large et engageant sourire inhérent à sa profession. Émilie lui donne nos 3 noms. Se tournant vers nous, il nous demande le plus courtoisement du monde nos documenti. Gigi et moi, d'un même geste, aussi leste que preste, lui remettons aussitôt nos cartes d'identité. Mais JR tarde à s'exécuter. Nos regards, interrogatifs et inquiets, se fixent alors sur lui. Nous le voyons qui fouille, calmement, méticuleusement, dans chacune des nombreuses poches de sa veste en velours côtelé noir de chez Hollington. Les poches extérieures d'abord, puis les intérieures, avant de s'attaquer à celles de son pantalon. Il sort, un à un, les objets qu'elles contiennent, des clés de taille et de formes diverses, quelques billets ainsi que quelques pièces des principales monnaies européennes. C'était avant l'uniformisation opérée par l'euro. Et un assortiment de stylobilles de couleurs variées, ceux qui lui sont indispensables pour la rédaction de ses dédicaces. Au bout d'un instant, il lui faut bien se rendre à l'évidence. Avec le ton le plus objectif qui soit, il constate qu'il a oublié ce matin de prendre sa carte d'identité. Ça ne fait rien, dit le concierge. S'il y a un autre... voilà, excusez-moi. Il a oublié de prendre sa carte d'identité. Ça commence à m'arriver de plus en plus souvent, ajoute-t-il avec philosophie. Non fa niente, nous dit le concierge. Si il signore a un altro documento, si le monsieur a un autre document, ça ira. Oui, mais voilà, Jacques n'a ni plus, ni sur lui, ni dans son très léger sac de voyage qu'il vide aussitôt sous nos yeux, aucun papier d'aucune sorte. Me voilà donc un sans-papier, dit-il avec un bon sourire. La concierge, qui voit s'approcher de son guichet un groupe de retraités japonaises en rang par 2, derrière leur guide, commence à perdre un peu de son large sourire. Il a besoin, insiste-t-il, d'un documento pour inscrire Jacques avec nous sur le grand registre de réception de l'hôtel et lui donner, ainsi qu'à nous, la clé de sa chambre. Notre désarroi est grand. Nous cédons la place aux retraités japonaises et nous nous retirons tous les 4 dans un coin du vaste hall pour délibérer. Longs instants de méditation silencieuse. Soudain, Jacques s'exclame « Téléphonons à Marie-Louise !» Idée jugée par tous excellente et aussitôt mise à exécution. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais là-bas, dans le lointain Paris, le téléphone, malignement, inflexiblement, s'obstine à sonner dans le vide. Visiblement, Marie-Louise n'est pas à la maison, ou alors elle dort vraiment d'un sommeil de plomb. Nous envisageons alors diverses solutions, plus chimériques les unes que les autres. Appeler immédiatement l'ambassadeur pour qu'il intervienne personnellement auprès de la direction de l'hôtel.
appelé le consul pour lui faire établir en extrême urgence une carte d'identité provisoire pour Jacques. Et c'est seulement après bien des palabres, au cours desquelles JR garde un silence prudent, que nous trouvons la bonne formule. Émilie retourne à l'Institut français. Elle fait rédiger par le directeur un certificat orné de tous les tampons nécessaires, attestant sur l'honneur que le sans-papier qui nous accompagne et qui a été officiellement invité à faire le soir même une lecture avec l'Egregio Professore Umberto Eco au Piccolo Teatro di Milano, n'est autre que le grand poète français Jacques Roubaud, que l'on peut donc lui confier la clé de la chambre qui a été depuis longtemps réservée pour lui par l'Institut. Ouf, nous allons pouvoir enfin prendre un peu de repos dans nos chambres. Oui, mais tout ça a pris beaucoup de temps. Il est déjà presque 1h, 13h, et Émilie nous rappelle que nous sommes attendus pour un déjeuner officiel. Allons-y tout de suite, dit Jacques, qui a retrouvé toute sa sérénité et à qui ces péripéties n'ont visiblement pas coupé l'appétit. Nous nous reposerons plus tard, dans l'après-midi. Alors ça, c'était le souvenir, et on avait droit donc à lire quelques poèmes. Je vais donc lire 3 poèmes de Jacques Roubaud, pris tous les 3 dans son anthologie personnelle. Vous pouvez difficilement trouver mieux pour chercher des choses qu'il aimait. Et j'en lis un qui est précisément « Je suis un crabe ponctuel », qui est dans « Signe d'appartenance ». Je suis un crabe ponctuel, je suis un courrier sans événement, Mon champ est vide, pur, balayé de la moindre étoile. J'ai voilé de velours la masse bombée de l'œil. Cet instrument ne détaillera plus que ses poussières. Je ne risque pas de silence. Je n'oppose que des paroles plates comme des vitres que les pluies rincent. Et j'ai du goût pour le soir. J'ai de l'indulgence pour l'aube. Il n'y a rien jamais à lire dans ma main. En comptant des grains de riz sur une table de cuisine, j'ai assuré ma sainteté, une vie de perfection, contemple 1000 fois la même fontaine qui se brise. À partir de moi, le temps se discipline. Comment disais-je? Il y a encore une rivière sensible au froid, une île avec des lacs et des aborigènes. Comment? Deuxième poème. Page 79. Voilà. Alors celui-là, il est tiré de La pluralité des mondes de Lewis. Et ça s'appelle « Que le monde était là ». M'endormant, je voyais que le monde était là, le monde et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, plus petit qu'un point, derrière les couleurs immenses et sérieuses, bourdonnantes années revenues de loin, angle de la rue avec la rue, effacées traces sous la pluie, jaune matériel rassemblé dans la main. En m'endormant, je voyais tout cela, la chaleur et l'ellipse du puits, la terre où les feuilles n'ont plus de poids, l'eau juste et médiane qui balance. Je voyais, m'endormant, je voyais cela, que j'avais accueilli en des années que je ne savais plus dans mon souvenir, années entières avec vérité, c'est-à-dire, si on veut, avec mort. Je voulais et je ne voulais pas, m'endormant, voir ce que trop de fois j'avais vu. Et dernier poème, dans Holy Octogone, s'appelle « Mouche ». Mouche noire, puant, dans l'huile, le miel, sous le soleil. Puant, sur le papier tue-mouche, derrière le rideau de perles de la mercerie. Première mouche du matin, velue, bombastique,
retentissante. Mouche noire sur la route, noire, sur la charogne puant dans l'air vitrifié de soleil. Mouche sérieuse, croisant les pattes, mouche Pilate. Bonsoir. Un souvenir d'abord. Je me souviens qu'un jour de 2006, au milieu d'une foule de manifestants contre le CPE, j'ai reconnu, sur le trottoir du boulevard des Filles du Calvaire, la silhouette de Jacques Roubaud. Il distribuait des tracts photocopiés consistant en un poème, 3 vers ou 4, qui condensait remarquablement l'enjeu politique du moment. J'ai perdu le tract poème. Je crois qu'il commençait ou finissait par « Jeune jetable ». Je vais lire le premier chapitre de « Ciel et terre et ciel et terre et ciel ». C'est un livre où est évoqué le peintre anglais John Constable, que Jacques aimait beaucoup. Mais au début du livre, on est dans la garrigue, dans les pas, le regard et les pensées d'un enfant. L'image que vous voyez, que vous verrez bientôt, donc l'image. Je préfère juste attendre qu'elle arrive, mon image. Bon, en tout cas, l'image que vous voyez est une photographie de la maison de famille des Roubaud dans l'arrière-pays carcassonnais. Et je remercie Anne Getzler qui me l'a transmise. Chapitre 1, Ciel, septembre 1943. Il fallait d'abord franchir le barrage. La retenue d'eau, à l'abandon, en arrière, était envahie d'herbe. La petite rivière se déversait dans le bas, rapide, bouillonnante, écumeuse, impatiente, bordée de roseaux légers. Grâce au barrage, elle s'était habillée de ronces, de peupliers à l'odeur de miel lourd, de trembles, de frênes, d'aulnes. Feuilles, feuilles, vertes, feuilles déjà jaunes, feuilles à dessous presque blancs. Un peu plus haut, des arbres, renversés par le vent ou consumés de vieillesse, formaient une sorte de digue, un mur vert, un mur végétal, impénétrable. L'eau filtrait à travers ces débris. Elle en sortait toute meringuée d'écume, de libellules, grandes libellules aux yeux de diamant. Les pierres, sur le dessus du barrage, çà et là s'étaient effondrées, disjointes, couvertes d'herbes, de graminées. Entre elles, des couleuvres d'eau fuyaient en chuintant. Ils sautaient d'une pierre à l'autre, en espadrille, restant du côté gauche, du côté de l'eau, par prudence. Ils savaient nager, ils n'avaient pas peur de tomber dans l'eau. Traverser n'était qu'un jeu. À 10 ans, un jeu d'enfant. Ensuite commençait la garrigue, son territoire personnel, la tranquillité sans menace, la solitude, son bien. Personne. Il montait par le sentier dans les poussières, les thym, les muscaris, les lavandes, les buissons de genièvre, les chênes lièges nains, les vignes abandonnées, quelques pins. Au coin des vieilles vignes, des pêchers de vignes, des amandiers aux fruits couverts de fourrure verte et grise comme des oreilles d'âne. Septembre. Chemin ponctué d'insectes, de froissements, de lézards. L'appel des chiens et des chasseurs, loin. Les passages devant. Le continuum des grillons comme un silence protecteur. Sur le sentier, son pas faisait jaillir les sauterelles. Elles étaient brunes, comme poussiéreuses. Pendant leur bond, on voyait se déployer le drapeau de leurs élytres, les uns bleus, les autres rouges. Se penchant vitement sur une pierre, il en attrapait une parfois, avant qu'elle n'ait le temps de bondir.
Il la maintenait sur sa paume, d'un doigt appuyant doucement sur le dos de l'insecte, mesurant la forte poussée de ses cuisses, prêtes au saut. Les minuscules griffes griffaient minusculement, chatouillaient sa peau. Il enlevait son doigt, la libérait. La garrigue montait, puis s'arrêtait, tombant ensuite brusquement dans la plaine par chute d'argile, saignée de la pente. Coulée presque verticale de pures argiles colorées, dénudées par les orages, rouges, vertes, ocre, cassades siciliennes de terre. Le village désert l'après-midi, sur l'autre pente, en face, vers les collines, à l'abri de 4 vents. Derrière les collines, la montagne, noire. Mouvement de vendangeurs, loin, chevaux, charrettes chargées de grappes bleues, noires et rouges, déjà vineuses. Les cyprès, gardiens d'un rectangle de mur, le minuscule cimetière. La route de la plaine, une automobile rare, lente, bossue, toussant sous son gazomètre, au mauvais combustible, ersatz. C'était 1943 et l'essence était introuvable. Il s'asseyait sous un pin parasol, toujours le même, au point le plus haut de la garrigue, sur une épaule de pierre, jambes nues, griffées de ronces, brunes de soleil, seul. Alors, de derrière la montagne, comme répondant à son appel chaque jour, arrivaient les nuages. Ce n'étaient pas des nuages de pluie, lourds et gris et bas, pas d'orage en vue, pas de tempête. C'étaient des nuages sans affectation, sans responsabilité, des nuages gratuits, des nuages de promenade, des nuages passant sur le paysage, comme lui. Les nuages, blancs, nets, pleins, cotonneux, souples, arrondis, surgissaient au bord de la montagne, poussés par le vent paisible, dans l'air transparent, vitres propres, claires. Ils semblaient regarder un moment dans la plaine sans bouger, hésiter, puis se jeter dans l'eau bleue du ciel. À chaque minute, l'émotion le prenait devant l'arrivée d'un nouveau nuage, devant cette hésitation, ce glissement sur la couche d'air. Il s'efforçait de saisir l'instant de l'apparition, celui où la ligne noire de crête vide, frontière entre le sol sombre et le ciel, s'emplissait brusquement d'une vapeur dense, où se révélait d'un coup le nuage, personnage mystérieusement impalpable du théâtre de l'air, aux contours imprévisibles. C'était comme une création à partir de rien, comme si le vent répétait sans cesse le geste de la Genèse, comme si le souffle se faisait chose, et cette chose était faite de buée. Sans cesse, quand de nouveau un de ces nuages se présentait hésitant dans son champ de vision, il avait d'abord le sentiment de le reconnaître. Chaque nuage lui donnait pour commencer un sentiment de déjà-vu. Il s'efforçait de le suivre des yeux le plus longtemps possible, et peu à peu la certitude de l'avoir déjà aperçu, la veille, un autre jour, longtemps avant peut-être, s'érodait, se dissipait. Jamais un nuage n'était vraiment le même qu'un nuage vu la veille ou une minute auparavant. Et de plus, ils ne restaient jamais semblables à ce qu'ils avaient été à leur naissance, c'est-à-dire à leur naissance à son regard. Même quand ils ne se fondaient pas dans un autre nuage plus vaste, plus décidé, plus impérieux, ils devenaient insensiblement autres, au point qu'au moment où ils cessaient de les apercevoir dans le lointain, ils finissaient par douter de les avoir vraiment suivis. Car il n'était jamais certain de ne pas avoir laissé, en un instant de distraction, son regard passer sur un autre nuage, entièrement différent du premier. Les nuages, cependant, lui offraient sans réticence leur variété. Ils avaient là un ciel entièrement libre à parcourir, entre la montagne et la mer, là-bas, moins d'une centaine de kilomètres vers l'est. La solitude leur convenait. Leur douce concentration cotonneuse se conciliait très bien avec des géométries exigeantes. Ils pouvaient reconnaître en eux à volonté des navires, des barques, des goélettes, des steamers, des yachts, des pirogues, des radeaux, des îles. Ils rêvaient avec eux de navigation, d'enchantement, d'aventure.
Il embarquait sur leur pont, il traversait avec eux la Méditerranée du ciel. Il s'imaginait capitaine de nuages, matelot de nuages, mousse, corsaire stevensonien. Avec tout son équipage, brusquement, il abandonnait la Marie Céleste dans les mers du Sud, s'éloignait en chaloupe, laissant le navire intact, la marmite de soupe encore chaude sur la table du mess. Mystère absolu. Nuages. Parfois, cependant, l'air se trouvait envahi par une multitude de petits objets de circulation basse, petits et monotones, à la profusion si peu nécessaire qu'elle contrariait ses imaginations. Il les voyait envahir le champ de sa vision avec inquiétude. Pourtant, on n'entendait bruire aucun torrent dans les cavernes incompressibles de l'air, pas d'averse en vue, pas d'orage. C'était seulement un déplacement provisoire de plaine dans le ciel. Car les grands vaisseaux blancs bientôt réapparaissaient, et au-dessus d'eux, très haut, des filaments, des aiguilles, des flocons, des traces, des traînées, des poussières, des pellicules, en couches, en échafaudage, en échelle, en strates. Variations indéfinies, quantités incalculables. Tout cela en silence, dans l'ombre lentement bougeante de son arbre autour de lui. Allongé sur le doux lit piquant d'aiguilles de pin, il laissait s'en aller les milliers de moments de l'après-midi, les milliers de nuages, dans une solitude absolue, heureuse. Chaque nuage, même poussé par le vent avec lenteur, lentement finissait par disparaître à l'extrémité droite de son champ de vision. Les plus grands, les plus beaux, les plus majestueux, qui semblaient si sûrs de leur allure, de leur consistance, de leur permanence, malgré leur évidente réticence, achevaient aussi inéluctablement leur course dans le lointain brumeux et s'en allaient de lui, qui les aimait, pour ne plus jamais revenir. Il aurait voulu les retenir, les immobiliser, les coller à jamais dans le ciel, les accrocher à quelques points fixes de l'éther bleu. Ou alors, pensait-il parfois, le temps, sans s'arrêter absolument, ralentirait au point que leur regard mutuel, il était sûr que, de même qu'il voyait les nuages l'apercevaient aussi, durerait aussi longtemps qu'il le voudrait. Et la durée, au lieu d'être mesurée en minutes, en heures, en jours, le serait en nueurs. Une nueur serait le temps que mettrait le plus merveilleux des nuages à traverser le ciel. Et cette nueur, en fait, s'allongerait indéfiniment, les nuages sans cesse ralentissant pour ne pas arriver au bout de leur course, pour ne pas quitter son regard, pour demeurer liés à lui dans le bonheur aérien et la solitude partagée de la contemplation. Et puis, voilà que c'était la fin d'après-midi. Les nuages avaient presque tous accompli leur voyage, disparaissant dans l'est déjà rougeoyant. Rouge le soir, le beau temps vous dit espoir, dit la sagesse des nations. Le ciel était de nouveau pur, profond, d'un bleu d'abord pâle, puis sombrissant peu à peu. La montagne noircissait, se préparait à s'approcher jusqu'à toucher presque les yeux, comme tous les soirs. Il fallait s'arracher à la contemplation. Il fallait rentrer. Alors, redescendant le sentier, traversant de bond en bond le barrage, par le chemin d'en dessous, le long de la rivière, il revenait dans le soir préautomnal, rouge, vers ces inconnus amicaux, généreux, apitoyés, au parler bizarre, le patois languedocien, qui l'hébergeait et le nourrissait, vers sa chambre provisoire, vers les terreurs vagues de sa nuit, vers son sort incertain. Comme chaque soir, et plus intensément chaque soir à mesure qu'octobre approchait, allongé dans son lit rude de vigneron, il pensa aux nuages. Il pensa qu'il aurait voulu les conserver intacts, au moins dans sa mémoire. Chacun tranquille, chacun doux. Il rêva qu'il descendait en barque une rivière. Elle coulait entre les nuages. C'était une rivière, la rivière du temps. Et en même temps, c'était le ciel.
Bonsoir. Merci pour ce texte incroyable. Moi, je vais raconter ma rencontre avec Jacques Roubaud. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, ma rencontre avec Jacques Roubaud, nous sommes à Nantes en 2010. Jacques Roubaud était invité à une lecture à la Maison de la Poésie de Nantes, donc. Dans l'après-midi, avant son passage sur scène, il devait être interviewé par le journaliste d'une radio locale. Ce dernier connaissait mon goût pour la poésie en général et pour celle de Roubaud en particulier. Il me proposa d'assister à l'entretien. Le dispositif de cette émission était un peu original. L'auteur et le journaliste, accompagnés d'un chroniqueur, se réunissaient dans une chambre d'hôtel pour une heure de discussion enregistrée. Pourquoi une chambre d'hôtel ? Je n'en sais rien. Roubaud et ses deux intervieweurs se sont disposés de chaque côté d'un petit bureau. Il n'y avait que 3 chaises. Alors je me suis installé en face d'eux, sur le lit. J'ai écouté l'échange, seul spectateur, savourant ce moment privilégié. J'avais un rendez-vous avec Jacques Roubaud dans une chambre d'hôtel. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Je me souviens de la voix de Roubaud, que je trouvais très claire, de ses mains. Il parlait avec ses mains. Je me souviens qu'il avait raconté une anecdote qu'il tenait d'Octavio Paz et qui dézinguait le principe de l'écriture automatique. L'interview achevée, nous avons discuté un peu tous les 4, de quoi je ne sais plus. Mais j'avais apporté avec moi mon exemplaire de signe d'appartenance. Au moment de quitter la chambre, poussé par le journaliste que je connaissais, j'osais le sortir de mon sac pour demander à Roubaud de me le signer. Chose dont il s'acquitta avec une amabilité souriante. Rentré chez moi, j'ouvris le livre. Sous le titre en rouge, il avait écrit « Pour Guillaume, ce livre qui sera appartenant de l'ensemble de ses livres, Nantes, 4 mars 2010. » Et signature. Je relus 3 fois ces mots. Quelque chose clochait. Ce livre appartiendra, oui, à l'ensemble de mes livres. Bon, mais Roubaud avait écrit de l'ensemble de ses livres. C-E-S, le démonstratif. Si on parle ici des miens, pourquoi avait-il mis un C et non un S ? Ce n'est même pas un problème de déchiffrage. Impossible de confondre les 2 lettres. Son C est net, ces S ne ressemblent à rien d'autre qu'à des S. Jacques Roubaud, pourtant, ne pouvait pas s'être trompé. Cette hypothèse était inenvisageable. Non, il y avait quelque chose à comprendre à ce C, mais je ne le comprenais pas. Cela me mit dans une certaine confusion. Roubaud n'avait-il pas voulu rimer avec « ce livre » du début de la dédicace ? Ou bien quel livre avait-il voulu désigner par ce démonstratif ? Est-ce qu'au moment de la signature, il aurait fait un geste en direction d'autres livres qui m'auraient échappé ? Si j'avais été plus attentif. Mais y avait-il vraiment d'autres livres ce jour-là sur la table de la chambre d'hôtel ? Et pourquoi les désigner ? La honte de ne pas en saisir la subtilité a quelque peu gâché mon plaisir d'avoir une dédicace de Jacques Roubaud. Je suis resté longtemps avec ces questions. Ce n'est qu'en ouvrant bien plus tard le recueil des moments oulipiens paru au Castor Astral que j'eus un soupçon de réponse. C'est Hervé Letellier qui raconte, je cite, « Lors de la semaine de travail à Berlin où fut rédigée une bonne partie de Trolls de tram, une discussion tendue entre Jacques Roubaud et Marcel Benabou à propos de je ne sais plus quoi s'est conclue par la phrase définitive prononcée par MB « Jacques, je t'en prie, tu n'es pas une autorité en matière d'orthographe. » Cela paraissait impossible et trop simple, mais et si ce n'était que cela ? Et si Roubaud avait tout bonnement fait une faute d'orthographe ? C'est après tout vraisemblable, cela arrive à tout le monde, surtout si ses proches estiment eux-mêmes qu'il en était coutumier, que c'était chez lui une petite lacune habituelle. Cela n'émoussait en tout cas aucunement toute mon admiration. Je ne connaîtrai jamais le fin mot de l'histoire, mais très vite cette hypothèse a fait son nid dans mon esprit. Elle explique en tout cas simplement la présence incongrue d'un C à la place d'un S sur la page de garde de mon exemplaire de signe d'appartenance. Depuis, j'avoue que c'est avec une certaine fierté que j'envisage ce petit message manuscrit, parce que non seulement j'ai une dédicace de Jacques Roubaud, imaginez, mais en plus, et je suis persuadé que c'est bien plus rare, il a été jusqu'à y mettre une de ses marques de fabrique.
Mais j'ai menti, parce que ma vraie rencontre avec Jacques Roubaud, c'est avec ses livres, évidemment. Et donc, je voulais parler de celui-là, La princesse Hopi ou le conte du Labrador, qui est un livre publié en 1990, qui est le premier que j'ai acheté et lu de Jacques Roubaud, voilà, alors que j'étais étudiant à la fac de lettres à Caen. Et je vais vous lire le début du chapitre 1, qui s'intitule, comme beaucoup sans doute savent, « Complot et compote ». En ce temps-là, la princesse avait un chien et 4 oncles qui étaient rois. Le premier roi avait nom Aligoté. Il était roi du Zambèze et des environs. Le deuxième roi avait nom Babylas. Il était roi d'Hypermétrope et ses environs. Le troisième roi avait nom Éléonore sans eux. Et le quatrième, Imogène. Éléonore sans eux et Imogène n'étaient pas rois de rien du tout. Ils avaient chacun un royaume très grand et très beau, mais le conte ne dit pas où présentement, pour des raisons de sécurité. Le conte dit ce qu'il faut quand il faut, et le conte dit maintenant qu'Aligoté rendait parfois visite à Babylas en son royaume, ou bien à Éléonore en le sien, ou encore à Imogène. Et le conte dit que semblablement, il arrivait que Babylas rendit visite à Éléonore en son royaume, ou bien à Imogène en le sien, ou encore à Aligoté. Et le conte dit encore qu'Éléonore quelquefois visitait Imogène en son royaume, Aligoté en le sien, ou encore Babylas, qu'Imogène parfois s'en allait visiter Aligoté en son royaume, Babylas en le sien, et Éléonore encore. Du moins, c'est ce que dit le conte. Et quand le roi Aligoté se trouvait chez Babylas avec la princesse et son chien, et que la princesse était descendue jouer à la balle avec son chien sur la pelouse en bas du perron, le roi Babylas disait à Aligoté : « Mon cher cousin, si nous passions dans mon bureau ». Mais ici, le comte cesse de parler d'Aligoté et de Babylas et retourne à Éléonore qui est allée visiter Imogène dans son royaume. Et le conte dit que quand le roi Éléonore se trouvait chez Imogène avec la princesse et son chien, et que la princesse était descendue jouer à la balle avec son chien sur la pelouse en bas du perron, le roi Imogène disait à Éléonore : « Mon cher cousin, si nous passions dans mon bureau ». Et quand Éléonore et Imogène étaient tous deux entrés dans le bureau et qu'ils avaient tourné la clé, ils complotaient. Il faut vous dire qu'en ces temps-là, la princesse avait bien du souci, car chaque fois qu'un des 4 rois, ses oncles, Aligoté par exemple, rendait visite à un autre de ses 4 oncles, un roi, Imogène par exemple, en son royaume, et qu'ils entraient dans le bureau après l'avoir envoyé jouer à la balle avec son chien sur la pelouse au bas du perron, et qu'ils tournaient la clé, ils complotaient. Ils complotaient contre un des 4 rois qui étaient ses 4 oncles, et qui plus est, il n'était pas rare qu'un des rois, Éléonore par exemple, se rende visite à lui-même en son royaume, accompagné de la princesse et du chien, et après avoir envoyé la princesse jouer à la balle sans fermer à clé dans son bureau avec lui-même pour comploter. Cela faisait beaucoup de complots, et le chien en avait marre de jouer à la balle. Le conte rappelle ici que quand le roi Uther Pendragon se trouva atteint du mal de la mort, il fit venir auprès de lui la princesse et son chien, et aussi ses 4 neveux, Imogène, Aligoté, Babylas, Éléonore sans eux. Et il leur dit : « Mes enfants, mon chien, je sais que je vais mourir. J'ai le mal de la mort, et ça ne pardonne pas. Quand je serai mort, ajouta-t-il en se tournant vers les 4 rois, ses neveux, je sais bien ce qui va se passer. Imogène, par exemple, va rendre visite à Babylas en son royaume, avec la princesse et son chien, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je vais vous le dire. Ils vont envoyer la princesse jouer à la balle avec son chien sur la pelouse en bas du perron. Ils vont rentrer dans le bureau, tourner la clé et comploter. Contre qui ? Je ne sais pas, je m'en fous et ça m'est égal. Ok, je ne peux pas vous en empêcher. J'ai le mal de la mort, je vais crever, Merlin me l'a dit, il n'y a rien à faire. Mais il est une règle sacrée qu'en des temps immémoriaux institua Saint Benoît et que vous allez me jurer de respecter pour comploter. Ok ? Et Uther Pendragon continua d'une voix forte. Règle de Saint Benoît. Soit 3 rois parmi vous 4. Le premier roi, le deuxième roi, le troisième roi. Le premier roi est n'importe quel roi, le deuxième roi est n'importe quel roi. Le deuxième roi peut-il être le même que le premier ? Interrompit Éléonore. Of course, dit Uther. Le troisième roi est n'importe quel roi. Alors, le roi contre lequel complote le premier roi, quand il rend visite au roi contre lequel complote le deuxième roi, quand il rend visite au troisième, doit être le même roi précisément
contre lequel complote le roi, contre lequel complote le premier roi quand il rend visite au deuxième, quand il rend visite au troisième. Ok, dit Uther, ce n'est pas tout. Quand un roi rendra visite à un autre roi, ils comploteront toujours contre le même roi. Et si deux rois distincts rendent visite à un même troisième, le premier ne complotera jamais contre le même roi que le deuxième. Contre tout roi, enfin, il sera comploté au moins une fois l'an dans le bureau de chacun des rois. J'ai dit Uther. Ok, dit Uther, et il mourut. Jacques Roubaud et Marie-Louise Chapelle, tous deux poètes, ont souvent voyagé ensemble pendant leurs 30 années de vie commune. Tokyo, Île de Skye, Montréal, Londres, on en lit des traces dans certains volumes du Grand Incendie de Londres et dans les poèmes. À Londres, Jacques Roubaud avait l'habitude de résider au Crescent Hotel, au 4950 Cartwright Gardens, tout près de Saint-Pancras. L'hôtel a été tenu pendant des années par la même femme. Nous avons retrouvé et photographié le Crescent Hotel. Ça n'a pas été compliqué, il était juste à côté de l'hôtel dans lequel nous logions. Malheureusement, une camionnette blanche, ventouse, m'a empêché de photographier le bas. C'est sans doute à cause de Londres que j'ai choisi Chute, Rebond et autres poèmes simples pour ce jour Roubaud. Parce que c'est le seul endroit hors de France où j'ai rencontré Jacques Roubaud et Marie-Louise Chapelle. Nous habitions alors à East Finchley, au nord, quasiment au bout de la Northern Line. Et ils étaient venus en expédition dans notre lointaine banlieue. Jacques nous avait demandé si nous avions testé notre local. Je ne savais pas que le pub était le centre de la vie sociale d'un quartier. Je l'apprenais ce soir-là. J'ai choisi Poème simple car Jacques Roubaud y invente une forme nouvelle pour dire l'amour autrement. Il ne s'agit plus de perte et de séparation, mais de l'amour présent, l'amour d'un nous qui partage les jours et les nuits, un amour du quotidien. Notre imaginaire poétique de l'amour est indissociablement lié à la notion de perte. Je pense à Pétrarque et à son Canzoniere, hommage à l'or, l'être aimé, inaccessible puis disparu. À Délie de Maurice Sèvres, adressé à la poète Pernette du Guillet, femme mariée, amour impossible également. Je pense dans un passé plus lointain au chant des troubadours, à l'amour de loin de Geoffrey Rudel, et bien sûr à Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les livres de poèmes qui parlent d'amour traitent souvent de distance, de manque, de séparation, de mort. Ce livre, Chute, Rebond et autres poèmes simples, est différent. Jacques Roubaud dit la présence de l'amour, l'être ensemble, la vie commune, dans une forme pas si simple. Je lis un poème de Jacques Roubaud qui dit la contrainte de composition du poème. Chaque jour, plus proche de ma fin, je concentre ma mémoire sur les seuls moments qui m'importent, les heures vécues avec toi. Cet effort journalier de mémoire sert de base au poème. Tous les poèmes du livre, soit 88, suivent la forme du poème simple que l'on peut décrire ainsi. 6 vers, 3 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 3 syllabes, et puis 8 syllabes en italique. Soit 31 syllabes, ce qui fait écho au recueil, 31 au cube, comme le signale Frédéric Fortet. Donc des vers impairs, croissants et décroissants, et un vers pair en italique. Je vais en lire 22, un quart du recueil. Ils sont courts. White toast, brown, l'escalier tourné vers le basement du Crescent, full English breakfast. Face à moi, you look at me and then you order. En l'absence de chambre au Crescent, le Harlingford. C'est là que nous avons appris
le mystère du meurtre de Little Jimmy. Chaque jour, plus proche de ma fin, je concentre ma mémoire sur les seuls moments qui m'importent, les heures vécues avec toi. Waterloo. Les voyageurs sortent. Tu passes, rapide. Toi, que j'attends, tu passes. Toi, sans même me voir. Toi que j'attends toujours. Ces poèmes, de forme curieuse, que je pose pour tes yeux, à chaque jour un, ne te parlent de rien autre que ceci, nous. Revenir comme en pas chassé vers des jours de notre vie, commune, telle est la commande dont je torture ma mémoire. Peu à peu, ces signes terniront sur le papier dans ta tête, bribes qui voudraient préserver. Quoi, nous, en si rares syllabes? Un moment rien que, sentir dans ta main la vie avant que le sale néant ne s'active à sa sale besogne. Des dizaines de nos lieux communs circulent dans ma mémoire, incapable de les fixer et de les écrire pour toi. La chaleur, vive la chaleur dans ma main disparaîtra, que je capturai dans la tienne aux nuits de plus de 25 ans. L'autre jour, je le nomme ennui, je l'occupe à rechercher, calme, pas de panique, et j'écris des moments communs de nos vies. Le mois d'août n'est pas un mois doux. Dans la grande canicule, nous restâmes dignes, mais je crois que j'étais assez vacillant. Oh, oh, ah, avec Marie-Louise, on est tout, jour-là, notre chant de manif, qu'il est loin, hélas. Je ne suis pas arrivée à composer aujourd'hui de poèmes, je vous prie de m'excuser de cette défaillance. J'ai trempé dans la solitude 60 ans de ma vie, oisive certaine, d'autres moins, mais ensuite, avec toi, heureuse. Arrêtons un moment la pente, je le vois bien, toi, petite, conduit au taureau, tu as très peur et nous n'allons pas plus loin. Dans le calme et la dignité, comme disait le Luçon, je veux confiner votre main qui est dans la nuit si chaude. Je griffouille, vrai gratte passé dans notre court quart de siècle pour en extirper des moments dont je tirerai un poème. Le passé, kaléidoscope, je le secoue pour trouver configurations adéquates à nos souvenirs en commun. Il est temps de fermer la boîte de nos souvenirs communs. Trop sont effacés dans ma tête. J'ai commencé beaucoup trop tard. Merci. Nous avons fini, mais en fait, c'est juste une invitation à lire et à relire l'œuvre immense de Jacques Roubaud. C'est un tout petit échantillon, donc il y a même une librairie juste à la sortie, là, si vous voulez. Et puis, ouais, le Roubaud, ça peut être tous les jours aussi. Donc, on dit à l'année prochaine, mais on pourra continuer à en lire, voilà, pour des mois et des mois encore. Donc, merci beaucoup et merci à vous cinq. Merci à l'équipe technique pour les réglages, etc. Colombe, Olivier, merci.